Bonjour à tous. Eh bien, on est à la Cappadoce, ça y est, on est arrivé. L'endroit le plus touristique de la Turquie. Alors, on a eu de la pluie, de la pluie. Et on espère que normalement, là le soleil sort un peu. Normalement, demain, on devrait avoir du beau temps. Et par conséquent, on pourra voir les ballons décoller. En attendant, je vous montre un peu le panorama qu'on a tout autour. Et c'est vraiment impressionnant, ce paysage. Voici quelques explications sur la création de ce paysage. Il y a environ 60 millions d'années, s'élève la chaîne montagneuse du Taureau. C'est à peu près à la même époque que s'élève la chaîne alpine en Europe, s'accompagnant ainsi par la création de nombreux ravins et de dépressions. Et à peu près il y a 10 millions d'années, ces dépressions furent remplies du magma et des roches volcaniques issues de l'éruption de nombreux volcans. Le tuf volcanique étant très tendre, il se désagrège pour former une plaine poussiéreuse, et sur les reliefs pentus, l'érosion crée des canyons, des cônes, des pitons, des cheminées et d'autres formations typiques de la région, comme vous pouvez voir sur l'image. Et dans certaines de ces excavations, des moines byzantins s'installent entre le 8e et le 13e siècle, créant des monastères et des églises rupestres. Le tourisme est la principale ressource de la Cappadoce. Je suis au-dessus du site de Görem, donc en Cappadoce. Et là, il est à peu près 6h30 du matin. Et pour le moment, ils sont en train de gonfler les ballons. Là, il y en a un qui s'envole, deux qui s'envolent. Donc, le jour va se lever, mais je suis pas sûre qu'on ait un beau lever de soleil ce matin parce que c'est très nuageux. Dommage. Ah, il y en a d'autres qu'on voit s'envoler au fond là-bas, je ne sais pas si vous les voyez.
de monde. Ah ben voilà, Sultan en Ahmed. Ouais, mais il met aussi le tunnel. Ah, Ouais, mais on arrive de l'autre côté du tunnel. ah d'accord. Ouais, on a un petit problème parce qu'en fait il faut passer dans un tunnel, Il passe sous la mer, 160 mètres sous la mer. voilà, qui passe sous la mer et qui n'est pas autorisé pour les poids lourds. Donc on a cherché un itinéraire bis, mais Il nous a rallongé de plus de 100 km. voilà, mais par contre là on voit que c'est encore marqué. Regarde la forme de ces immeubles là. Bon, on essaie de trouver un parking. Apparemment tous les parkings payants veulent pas qu'on rentre parce que notre camion est trop gros. Ils veulent pas de notre Willy. Alors Pas bien. on galère parce que pour se garer ici c'est compliqué. Il y a beaucoup de circulation. Il n'y a aucune place. Il vous passe à droite, à gauche et voilà, il force le passage. Ce sont des artistes. Tiens, regarde lui. Ah ben, Ouais, voilà. carrément. Quoi. Et lui, voilà, par exemple, il s'arrête devant nous et recule. Tiens. Porte quoi. Voilà le genre de choses auxquelles on a eu droit depuis tout à l'heure. En fait, il voulait reculer sur la 3 voies là. Là, c'est sûr qu'on est au cœur du quartier touristique. Mais à moins de plier Willy, oh, il est pas escamotable Willy, donc il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un nous laisse nous garer quelque part, dans un parking payant bien entendu, ou on va être obligé de sortir de la ville et de se garer beaucoup plus loin. Voilà, dernière tentative. Didier a trouvé un parking, on va voir s'il nous accepte. Bon, mais on a tourné, viré, on s'est énervé. On s'est fait doubler, couper la route des dizaines de fois, prendre des risques d'accrochage. Et là, en fait, on a décidé de sortir de cette agglomération qui nous fait péter les plombs. À 40 km du centre, on est toujours dans la ville. On est toujours dans la ville, ouais. À 40 km du quartier touristique. Des mosquées bleues. Et là, on a décidé d'aller dans un camping, mais bien dehors d'Istanbul. 71 km d'Istanbul, Ouais. centre-ville, et demain on prendra la moto pour aller visiter. Voilà, tout à fait. T'as raison Didier, demain on prend la moto. Oui, mais oui, Parce que ici avec notre Willy, c'est pas possible. Il n'aime pas Willy. Il aime pas. Alors on a demandé à plusieurs parkings, est-ce qu'on peut venir se garer alors qu'il y avait une place immense. Et quand ils voient notre Willy, ils nous disaient ah non, vous partez, on vous veut pas. Donc voilà, donc du coup on part. Et on va essayer d'atteindre un camping dans la campagne. Et on viendra à moto. Donc comme prévu, retour à Istanbul à moto et comme vous pouvez voir, on a pu garer notre moto dans le hall de l'hôtel où on a passé la nuit. Sur les grandes allées que vous pouvez voir actuellement en image, se trouvait l'hippodrome de Constantinople. Constantinople qui est devenu Istanbul en 1453 et en devenant Istanbul, elle devient à la fois turque et musulmane. De l'hippodrome, il ne reste pas grand-chose. 2 obélisques que vous pouvez voir
et cette colonne serpentine qui est une colonne en bronze. Voici le mausolée du sultan Ahmed Ier, qui a été à la tête d'un empire qui s'étendait sur 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À l'âge de 13 ans, il est l'héritier de grands souverains, le magnifique Soliman et Mehmet le Conquérant. N'étant ni un guerrier de renom, ni un administrateur chevronné, le sultan Ahmed Ier était connu pour sa dévotion religieuse. Il avait un grand désir de construire une mosquée qui symboliserait l'amour de Dieu en lui et laisserait Sainte Sophie derrière elle avec sa gloire. C'est pourquoi il a ordonné la construction de la mosquée bleue qui se trouve en face de la mosquée Sainte-Sophie. Nous arrivons à la mosquée bleue que nous n'avons pas pu visiter malheureusement parce qu'elle était en travaux. Ces bains publics, construits en 1556, sont une innovation dans l'architecture des bains turcs. En effet, c'est le premier et le seul hammam dans lequel les sections pour femmes et hommes sont disposées sur le même axe. En nous rendant au palais Topkapi, nous passons devant la fontaine d'Ahmet III qui a été construite en 1728 et qui est considérée comme la plus belle d'Istanbul. Au fond, vous pouvez voir l'entrée du palais Topkapi qui reflète parfaitement l'époque impériale d'Istanbul et le pouvoir que Constantinople a exercé en tant que siège de l'Empire ottoman. Avec ses 700 000 mètres carrés, le palais de Topkapi possède 4 cours et de multiples bâtiments. Parmi les multiples pièces du palais se trouve le harem qui était le lieu où vivait le sultan, sa famille et un groupe de 500 à 800 femmes de haut niveau culturel formées à certaines compétences. La reine-mère était la tête du harem. Une des pièces intéressantes également du palais, c'est le trésor. C'est là où se trouve le diamant ayant appartenu à la mère de Napoléon, un diamant de 88 carats, mais aussi le poignard de Topkapi, qui est l'arme la plus chère du monde, construite en or avec émeraude. On veut visiter Sainte-Sophie. On espère qu'on va y arriver. Voilà. Il y a énormément de monde et bon, on pensait que c'était la bonne heure, mais non, finalement, c'est pas vraiment la bonne heure. Donc, alors pour les joueurs, juste précision pour les joueurs de Forge of Empire, il s'agit de Hagia Sophia. Et c'est beau de la voir en vrai. Et là, je vous montre la file d'attente. Regardez jusqu'où il y a du monde. Tout ça pour rentrer là-bas au bout. Donc on espère qu'on va y arriver avant midi. Et là, il est 9h du matin. Basilique Sainte-Sophie fut érigée dans sa forme présentée en 537 de notre ère. Après plusieurs siècles passés au service du christianisme en tant qu'église chrétienne, ce chef-d'œuvre de l'architecture byzantine fut proclamé mosquée impériale en 1453 par le sultan Mehmed II le Conquérant après la prise de Constantinople par ses armées.
La traduction littérale du nom de cette rue est rue de la Fontaine Froide. C'est une rue piétonne composée de 12 maisons, des maisons ottomanes en bois de 2 à 3 étages. Lorsque la rue a été construite, c'était un endroit où vivaient les riches. D'ailleurs, une de ces maisons appartenait au 6e président de la Turquie, Farid Korutürk. Et actuellement, ce sont toutes des auberges qui sont gérées par un groupe hôtelier. D'ailleurs, l'invitée la plus célèbre d'une de ces auberges était la reine Sofia d'Espagne, qui a séjourné au printemps 2000 pendant 4 nuits. Notre balade nous mène au parc Gülen, qui est le plus ancien parc d'Istanbul. Il est situé au pied du palais de Topkapi, dont il faisait partie à son âge d'or. Si vous venez en Turquie, vous ne pouvez pas passer à côté des desserts. Il y en a de toutes sortes, de plusieurs formes, des ronds, des carrés, des triangles, toutes les couleurs. Alors tout le monde connaît les baklava, les loukoum, mais ça c'est rien, il y en a je ne sais pas combien de sortes, vous avez envie de tous les manger. Et bien sûr, un des incontournables d'Istanbul, c'est le Grand Bazar. C'est un des plus grands bazars au monde. Sa superficie totale est de 245 000 mètres carrés. On y trouve 58 rues, 18 portes, 4000 boutiques et 20 000 personnes travaillent au Grand Bazar. Ils parlent plusieurs langues, français, anglais, allemand, italien, russe. Comme tous les bazars, il est organisé par quartier, regroupant chacun un certain type d'artisanat. Bijoux, tapis, textiles, mosaïques, argenterie. On peut y trouver absolument tout ce qu'on veut. Outre le Grand Bazar, il y a le bazar égyptien, aussi appelé marché aux épices. Donc comme ils disent là-bas, spend your money, il y a de quoi faire. Le Bosphore est un détroit de 42 km de long qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Au-dessus du Bosphore se trouve le pont de Galata, qui est un pont emblématique d'Istanbul. Quand on visite la ville, il faut à tout prix passer par le pont de Galata. C'est un endroit très animé qui est fréquenté par les pêcheurs par n'importe quel temps. Ils sont tous là, collés les uns aux autres. Ils discutent, ils refont le monde et voilà, ils pêchent des maquereaux, des sardines, des anchois. Et si vous voulez déguster des produits frais de la mer, des poissons grillés, n'hésitez pas à vous rendre au rez-de-chaussée du pont où il y a toutes sortes de petits restaurants qui mettront vos papilles à contribution.